Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Propos au manqueur du vice-président kenyan qui a utilisé un ton manqueur pour parler de la situation économique de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur du Kenya en RDC s'est expliqué ce mercredi à travers un communiqué de presse sur ces dossiers. Suivez plutôt ces récits de Gisèle Olivier Toko. Lors d'un échange avec les hommes d'affaires de son pays, le samedi 12 février 2022 à Nairobi, le vice-président kenyan William Ruto a utilisé un ton moqueur pour parler de la situation économique de la RDC. Il a encouragé l'industrie du lait de son pays à profiter du marché congolais car, dit-il, les Congolais sont plus intéressés par le loisir que le travail. Na tuko na soko kuanzia hapa DRC hao watu wako na 90 million people hawana ng'ombe moja. Hii DRC watu ya kuimba hii. Face à ces propos moqueurs du vice-président du Kenya, William Ruto, sous la République démocratique du Congo, l'ambassadeur du Kenya en RDC, Georges Massafou, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Ainsi, reconnaissant l'existence de ces propos tout en soulignant que c'est un point de vue personnel qui n'engage nullement le gouvernement de la République du Kenya, l'ambassadeur du Kenya en RDC a remis au secrétaire général aux Affaires étrangères une note verbale. L'ambassadeur Georges Massafou de rassurer le gouvernement et le peuple de la RDC que le Kenya continuera à encourager les citoyens de deux pays dans leur partenariat solide, surtout que la République démocratique du Congo est à deux doigts de diriger la communauté économique de l'Afrique de l'Est. La levée du couvre-feu ne signifie pas la fin de Covid-19. Ces propos sont du docteur Mouyembe qui a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Okodia Pwanga. Le virus continue à circuler, il faut rester vigilant, a-t-il martelé. Suivez. Nous sommes venus présenter nos civilités au président de l'Assemblée. Et entre autres, nous avons abordé le problème de la Covid dans notre pays. Et j'ai répété ce que le gouvernement avait dit. Donc la quatrième vague est derrière nous et nous devons assouplir les restrictions contre la Covid que nous avions installées. Et entre autres, une des mesures phares, c'est la levée, n'est-ce pas, du couvre-feu. Mais le ministre de la Communication et des Médias a bien dit que cette levée ne veut pas dire que la maladie est terminée. Donc le virus continue à circuler et nous devons être vigilants. On a assoupli certaines mesures et d'autres restent. Hein. Par exemple, donc, les gestes barrières, nous devons continuer toujours à les pratiquer. Donc porter les masques, laver les mains, la prise de la température. Vous avez vu vous-même quand je suis entré ici, la première chose c'était mesurer la température et prendre du savon, n'est-ce pas, pour désinfecter les mains. Donc j'étais chez le président et j'étais également très content d'apprendre que le président de l'Assemblée lui-même s'est fait vacciner. Et donc nous invitons tous les honorables députés et sénateurs, n'est-ce pas, de se faire vacciner. Ça, c'est l'outil qui nous reste vraiment à nous protéger et à protéger notre environnement, nos amis, nos membres de famille contre cette pandémie. Comme je vous l'ai dit, la maladie n'est pas terminée, la maladie n'est pas finie et donc nous devons rester vigilants. Et puis, dans une correspondance datée du 16 février 2022 et adressée au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Okodia Pwanga, Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, déplore l'attitude du speaker de la Chambre basse du Parlement qui l'accuse de refuser de signer sa demande de sortie du pays pour des soins de santé appropriés. À en croire Jean-Marc Kabound à Kabound, son état de santé exige des soins hautement appropriés. Au ministère de l'Environnement et Développement durable, Clean Plast signe un partenariat avec le gouvernement dans les secteurs de l'assainissement. Suivez.
Pour une période de 5 ans renouvelable, la présente convention a pour but de définir les modalités de collaboration entre les parties dans le domaine de la protection de l'environnement, des études environnementales et de l'assainissement, notamment en ce qui concerne le recyclage et le traitement des déchets plastiques. Croit le directeur gérant Alexander Bamani Sankendi, Cleanplast, qui est la première industrie en RDC spécialisée dans le recyclage et traitement de déchets plastiques et la plus grande en Afrique centrale, se veut une alternative efficiente au problème des déchets plastiques dans la ville de Kinshasa, avec une capacité de 4000 tonnes à traiter le mois. Nous sommes la première industrie de recyclage et de traitement de déchets plastiques à voir le jour en RDC. Et en termes de capacité, nous sommes la plus grande d'Afrique centrale. Nous avons une capacité de 4000 tonnes installées à traiter le mois. Et nous récupérons et traitons tout type de déchets plastiques, que ce soit les bouteilles, les sachets, les casiers, les bidons, les tables et tout type de récipients issus du plastique que nous savons traiter et revaloriser pour en faire de nouveaux produits finis. À travers ses activités dans la ville-province de Kinshasa, Cleanplast, qui collecte, traite et recycle tous les types plastiques pour en faire de la matière première et des nouveaux produits pour la consommation des ménages, produits recyclés, participe à l'assainissement de la ville, au développement durable et à l'économie circulaire qui permet la réduction de la pollution plastique qui ne cesse d'envahir la capitale congolaise, avec conséquence un impact négatif sur les écosystèmes, l'habitat, la santé humaine et le développement durable. Un reportage signé Doudou Montiri Hamilton. Au cours d'un point de presse tenu mardi, les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Ansea, a apporté des éclaircissements au sujet de l'autonomie financière et indépendance de la CENI. Regardez. Réagissons aux questions d'actualité liées au processus électoral en cours. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Ansea, d'entrée de jeu, précisait que la CENI ne va pas se livrer au jeu de ping-pong avec les membres du gouvernement, car la centrale électorale a une feuille de route qu'elle doit suivre pour respecter le timing constitutionnel des élections de 2023. Selon Madame le rapporteur, ce sujet intervient suite à la réclamation de l'autonomie administrative et financière de la centrale électorale parce que voulant être réellement indépendante. Quand on parle de l'indépendance et de l'autonomie financière, on parle aussi de la surfacturation des véhicules. Chers journalistes, je vais vous ramener à l'article 6 et 44 de la loi organique qui nous confère notre autonomie administrative et financière, et aussi l'article 84 du règlement intérieur qui nous ramène au type de budget que la CENI a. Nous avons 4 types de budget, notamment le budget de rémunération, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et le budget des opérations. S'agissant du budget des opérations, c'est ça même qui organise les élections. J'ai suivi le ministre des Finances qui parle des chiffres, des montants. Malheureusement, je ne savais pas qu'il y aura un jeu de questions et réponses. Sinon, j'allais vous amener toute la documentation par rapport à ce que la CENI a déjà perçu jusqu'à ce jour. Mais je sais que la CENI a reçu le budget de fonctionnement novembre-décembre. La CENI a reçu le budget de fonctionnement de rémunération. Ce n'est pas avec le budget de rémunération ou de fonctionnement que la CENI peut organiser les opérations électorales. Qu'on s'entende. Aussi, il y a le budget d'investissement. Jusqu'à ce jour, la CENI n'a reçu aucun rang sur le budget d'investissement. Vous pouvez comprendre, si vous voyez l'état actuel de notre bâtiment, ça vous renvoie déjà à ce que la CENI est en train de solliciter du gouvernement. Et là, on parle de l'autonomie financière et
administrative. C'est ça même le socle de notre indépendance. S'agissant de la mutualisation, le porte-parole de la CENI a déclaré ceci. Dans la mutualisation, on voit le recensement, on voit aussi l'enrôlement ou l'identification et l'enrôlement des électeurs. À ce jour, il y a eu des réunions avant que la nouvelle équipe ne soit installée. Il y a eu des réunions au niveau de la primature. Ils ont avancé avec la mutualisation. Comme vous le savez, déjà avec notre feuille de route, nous sommes en retard. Enfin, sur la prétendue surfacturation qu'aurait opérée la CENI, Patricia Seya n'a pas non plus mâché ses mots. Et puis, notez cette date, le 16 avril 2022, date retenue par la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Sankourou. C'est les rapporteurs de la CENI qui l'a annoncé. C'est le 16 avril 2022 que se déroulera l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankourou, comme le précise Patricia Seya, rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante. Considérant la lettre numéro 25, barre CAB, barre VPM, barre AOK, barre 121, barre 2022, du 5 février 2022, par laquelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a notifié le 7 février 2022 à la Commission électorale nationale indépendante la nécessité d'organiser l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de Sankourou suite à l'arrêt sous cons 1676 rendu en défaveur de M. Mukumadi Stéphane en date du 30 novembre 2021, vu la nécessité et l'urgence. Après délibération en assemblée plénière, décide, article 1er, l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de Sankourou est arrêtée conformément au calendrier en annexe de la présente. Article 2. Les gouverneurs et vice-gouverneurs sont élus sur une même liste en conformité aux dispositions de l'article 159 de la loi électorale. Article 3. Les membres du bureau ayant l'inscription des candidats et le déroulement des scrutins dans leurs attributions, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ligne du calendrier. Ouverture du BRTC pour les dépôts des candidatures auprès de la représentation provinciale de la CENI à Lusambo. Ça se fera du 21 février 2022 au 6 mars 2022, soit pendant 14 jours. Le vote se déroulera le 16 avril 2022 et la publication définitive des résultats se fera le 2 mai 2022. Parlons à présent de l'escalade verbale entre la CENI et le ministère des Finances au sujet des fonds alloués pour des opérations électorales. Des réactions ne cessent de tomber pour Amici Adolphe Makutano de l'UDPS. Il faut qu'il y ait traçabilité de l'argent de l'État. Il est au micro de Laetitia Abilepo. Réagissant aux contradictions entre le ministère des Finances et la Commission électorale indépendante sur le fonds alloué à la centrale électorale, Amici Makutano, cadre de l'UDPS, d'indiquer qu'en ce qui concerne l'argent de l'État, il faut qu'il y ait traçabilité. Je dois vous rappeler qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas la traçabilité ou la justification justement de l'argent de l'État. Avant d'affecter les moyens à ce qui concerne tel ou tel besoin, il est important qu'on puisse présenter les projets et que ce projet soit un projet détaillé et avec les rubriques qu'il faut. Je crois que l'argent de l'État ne sort pas parce qu'on a besoin de tel montant et on fait sortir les montants. Il y a une jurisprudence sur laquelle on peut se référer, c'est
entre le ministre de l'EPST et les responsables de l'inspection générale des finances, Gilles Alindetti et Tony Mwamba. Vous vous rappellerez qu'il y a eu des échanges, mais chacun avait quand même une raison. En ce qui concerne l'argent de l'État, il faut vraiment qu'il y ait une traçabilité. La traçabilité, ça veut dire une explication sur les affectations de ce moyen. Donc, si vous voulez acheter telle chose, nous devons savoir ça coûte combien et quelle est la qualité de la chose. Et donc, ce n'est pas une violence verbale, mais je pense que c'est tout à fait normal à ce qui concerne la procédure, n'est-ce pas, de décaissement de finances publiques. Et des réactions au sujet de la mission des contrôles de l'inspection générale des finances à la Commission électorale nationale indépendante. Le président de l'association des Congolais libéraux, Ifoma Koloto Gabriel, qui a pris part comme expert dans la commission d'élaboration de la loi portant fonctionnement de la CENI, s'est dit contre cette démarche. S'inscrivant dans l'optique d'empêcher que les fonds décaissés par le gouvernement prennent d'autres directions, l'inspection générale des finances effectue une mission de contrôle à la Commission électorale nationale indépendante, une démarche qui n'enchante pas le président de l'association des Congolais libéraux, Gabriel Ifoma Koloto, qui a pris part comme expert à la commission d'élaboration de la loi apportant au fonctionnement de la CENI. L'IGF est vraiment très tôt pour auditer la CENI actuellement. La CENI, je ne sais pas quelle CENI que l'IGF va auditer, ou la CENI Kadima, ou la CENI Nang. La CENI Kadima, c'est à peine. J'étais parmi les gens qui ont élaboré la loi portant fonctionnement de la CENI. On ne s'est pas d'abord demandé aujourd'hui que la CENI vient de commencer le travail, et l'IGF d'abord se fait vite, que descendre pour faire l'audit. Moi, je pense que ce n'est pas pour le moment. Parce que la population a besoin qu'il y ait des élections. Nous sommes en première étape. Mais l'IGF, pourquoi est allé vite comme ça, d'aller faire auditer la CENI? Non, non, non. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je dis, comme analyste et puis comme expert à la société civile, que j'ai été parmi les gens qui ont élaboré la loi portant fonctionnement de la CENI. Quand je parle maintenant, je pense que les députés me voient. Donc j'étais avec eux à l'hôtel Vénus. Je pense que la CENI est trop vite allée et je pense qu'il va rencontrer quoi et par rapport à quoi, par rapport à quel objet, qu'est-ce qu'ils ont fait. Les élections n'ont pas encore commencé. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Ce n'est pas une régie financière. La CENI reçoit l'argent que l'État lui fait doter. Et quand l'État dote à la CENI, maintenant, nous avions élaboré que nous avons l'équipe, nous avons les bureaux, nous avons les membres plénières. Nous avons 8 membres plénières, nous avons 7 membres. Et ce sont eux qui gèrent la CENI. Et une fois, quand il y a quelque chose qui arrive, toute l'équipe est au courant de ça. Et ce n'est pas vite comme ça. Moi, je suis contre parce que la CENI n'est pas une régie. La CENI, c'est une commission, et la CENI, c'est une commission nationale électorale indépendante. Et s'il y a un problème, moi je pense qu'après l'opération d'organisation des élections, et on va voir comment est-ce que la CENI a réellement organisé les élections, est-ce que la CENI est arrivée dans tous les coins de la RDC, et c'est ça qu'on va poser des questions, où sont partis l'argent. La CENI n'a même pas encore acheté les matériels que nous attendons. Parce que je suis expert. Je parle en conscience de cause. Moi je pense que la CENI, l'IGF ne peut pas aller vite mener les enquêtes. Sachez que le président de la CENI, Denis Kadima, s'est dit disposé à accueillir l'IGF dans ses portes si seulement l'inspection générale des finances IGF a la compétence au regard de la loi d'auditer la centrale électorale. Il n'y a pas de problème, ils n'ont pas peur, a-t-il martelé. Tout à fait autre chose. À présent, le roi de Belge, Philippe, et la reine Mathilde annoncés pour une première visite au début du mois de mars prochain en Kinshasa, la capitale. C'est la présidence de la République qui l'a annoncé dans un communiqué suivant.
C'est entre le 6 et 10 mars 2022 que le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique effectueront une visite officielle en République démocratique du Congo. C'est le cabinet du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a annoncé dans un communiqué. Le couple royal sera en effet à la tête d'une importante délégation belge, comprenant notamment le Premier ministre Alexandre De Croo, la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilms, ainsi que la ministre de la Coopération au développement Myriam Kittir, une visite qui va une fois de plus confirmer l'excellente qualité des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Il s'agira en effet de la première visite royale belge en RDC depuis le voyage d'Albert II, père de Philippe, en 2010, pour la cinquantenaire de l'indépendance de l'ancienne colonie. Rappelons que le roi Philippe avait exprimé en 2020 de regrets historiques pour le passé colonial de la Belgique. La présidence de la République promet de dévoiler les étapes ainsi que le contenu de cette visite royale dans les prochains jours. En plus bref, 16 février 1992, 16 février 2022, cela fait 30 ans depuis le massacre des chrétiens. En effet, les manifestants chrétiens ont été tués par les forces de l'ordre alors qu'ils réclamaient la réouverture de la conférence nationale souveraine. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur nos antennes.